On se retrouve pour une nouvelle rencontre positive et inspirante. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir sur la chaîne de l'énergie positive Audrey Hakoun. On sait qu'on parle ici d'hypersensibilité et de comment prendre confiance en soi quand on est hypersensible. Et donc, du coup, j'ai invité l'experte de la psychologie positive et des neurosciences. Il faut que vous sachiez que Audrey, je l'ai découvert sur scène dans une superbe pièce qui s'appelle La Fabrique à Kiff, qu'elle jouait au Théâtre de l'Œuvre à Paris avec Florence Servan-Schreiber et Isabelle Payot. Et j'ai adoré son énergie, j'ai adoré son parcours, donc j'étais obligée de vous la présenter. Audrey, comment vas-tu? Mais je vais très bien. Je vais très très bien. Il fait beau, je suis en petite tenue. Tout va bien. Bon, on a un peu de soleil Allez, en ce moment pour se je me suis mise à l'aise. Hein. Mais attends, on est entre copines, il ne faut pas se... On est détendu, on va pouvoir papoter ensemble toutes les deux. Alors, écoute, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire un petit peu ton parcours et surtout comment tu en es venue à te spécialiser dans la psychologie positive? Yes. Donc, alors moi aujourd'hui, mon métier, ce que je fais aujourd'hui, c'est que donc je suis psychothérapeute. Je suis spécialisée en tu l'as dit, en psychologie positive et en neurosciences. Et donc, j'accompagne des gens, j'interviens en entreprise, j'écris des livres sur la psychologie. Mais ça n'a pas toujours été le cas, puisque moi, je suis le pur produit de l'éducation à la performance. Et comme je marchais bien à l'école, eh bien, mon premier métier, c'est notaire. Donc, j'ai fait 7 ans de droit pour avoir un joli diplôme. Et waouh. Donc à 24 ans, alors après ce qui vient rajouter aussi à l'expérience, c'est qu'à 24 ans, j'avais déjà 3 enfants, puisque j'ai été maman très très jeune. Je me suis retrouvée donc avec mon diplôme de notaire et à 25 ans, donc ça a duré un an, j'ai exercé pendant un an et à 25 ans, j'ai fait un burn-out, mais alors un bien, le vrai bon, puisqu'un matin, je me suis réveillée et ma tête voulait se lever et aller au travail et mon corps ne voulait pas et j'ai pas pu poser le pied par terre et j'ai pleuré pendant des jours et des jours dans mon lit, au fond de mon lit, je pouvais plus m'occuper de mes gosses et ça a duré un an de vraiment pour m'en sortir. Alors, j'étais pas complètement chlasse pendant un an, hein, mais, mais pendant les premiers mois, ouais, ça a été vraiment très dur. Je me suis fait accompagner, voilà, j'ai fait ce qu'il fallait parce que j'avais vraiment envie de m'en sortir. Et donc, ça a duré un an. Et pendant cette année-là, j'ai réfléchi et j'ai pris conscience. Et je pense que c'était la première fois que je me posais les vraies questions, finalement, de qu'est-ce que j'ai envie de devenir, est-ce que j'ai vraiment fait ce que je voulais faire? Eh ben non, j'ai pas fait du tout ce que je voulais faire parce que moi, quand j'étais petite, je voulais être ethnologue. Je voulais qu'on me parachute dans une tribu, dans un village et que j'apprenne à découvrir leur système, leur fonctionnement pour comprendre. En fait, je voulais comprendre l'humain et comprendre les systèmes, comment ça fonctionne des interactions entre humains. Finalement, c'est pas ce que j'avais fait. Et en fait, en me posant ces questions-là, je me suis dit, mais comment tu as pu te renier en fait pendant toutes ces années? Comment tu as pu euh, être à côté de tes pompes à ce point-là, parce qu'il n'y avait pas que le travail. C'est-à-dire qu'à 25 ans, notaire, mère de 3 enfants, trésorière de l'association des parents d'élèves, je faisais des dîners, on aurait dit brivante de camp, tout était parfait, tout était machin. Et en fait c'est ça, c'était, mon entourage m'appelait Wonder Woman. Et la phrase que j'entendais le plus souvent, c'est « Mais toi, de toute façon, tu réussis tout et on ne s'inquiète pas pour toi ». Et en fait, il y avait un vrai décalage entre l'image que je renvoyais à l'extérieur et ce que je pouvais ressentir moi à l'intérieur, où moi, mais je me sentais mais déjà étrangère à moi-même, complètement étrangère à moi-même. Et à un moment donné, je pense que je savais même plus vraiment qui était la vraie, quoi. Et, et j'étais mais submergée par un tsunami émotionnel en permanence que j'arrivais à contenir parce que je m'étais fabriqué cette carapace et j'endossais ce rôle-là de celle qui tient, celle qui est forte, qui élève ses gosses, qui fait les études, qui travaille, qui ceci, qui cela. Sauf qu'au bout d'un moment, quand ça a pété, je pense que ça a été une chance. Alors, c'est bizarre parce que quand je dis aux gens, la chance que j'ai eue, c'est d'avoir fait un burn-out et une dépression à 25 ans. On me regarde et on me dit, mais ouais, t'es bizarre, toi. Et en fait, je dis, mais non, c'est une vraie chance parce que je pense que
ça aurait pu peut-être, si ça n'avait pas été aussi flagrant, ça aurait pu tenir peut-être pendant des années et me retrouver, donc aujourd'hui j'ai 43 ans, et peut-être me retrouver aujourd'hui à 43 ans en étant toujours autant à côté de mes pompes, mais sans m'en être vraiment rendu compte. Et je pense que c'est quand même plus facile à 25 ans. Ouais. Parce que on a la jeunesse, parce qu'on a l'énergie, on a peut-être plus d'énergie, on est moins enfermé aussi quand même dans des schémas et économiques et sociaux, donc c'est peut-être un peu plus facile de rebouger les codes. Quoique, parce que moi, les gens que j'accompagne aujourd'hui, j'ai tous les âges et j'ai même des gens à 60 ans, à 70 ans qui viennent me voir et qui me disent je crois vraiment que je suis à côté de mes pompes, j'en souffre, je suis pas bien dans ma vie, je sens qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui demande qu'à s'exprimer et que j'ai étouffé pendant toutes ces années. Et je leur dis toujours, bah, il est jamais trop tard en fait. Et c'est vrai qu'il est jamais trop tard. Mais peut-être qu'à 25 ans, on a un peu plus la pêche pour le faire. Et donc, comment, pour répondre à ta question, pour continuer, comment j'en suis arrivée à m'intéresser vraiment à l'hypersensibilité, bah, c'est grâce à mes enfants, en fait. Parce que dans cette période-là, donc quand je décide de reprendre des études, donc je reprends des études de psycho, je reviens. Ethnologue, c'était un peu tard parce qu'il fallait faire une thèse, c'était compliqué. Mais je me suis dit, ethnologie, psycho, bon, bah, c'est l'humain, c'est comprendre comment ça travaille dans le cerveau, les émotions. Enfin, c'est très lié, hein, c'est très très lié, d'avoir le moins d'a priori possible. Finalement, aujourd'hui, c'est ce que je dis, moi je fais de l'ethnologie, mais à un plus petit niveau, finalement, sur des plus petits systèmes peut-être, avec plus de pratique, plus de clinique. Donc, quand je reprends les études de psycho à cette période-là, moi, je reprends la psycho traditionnelle. Donc, j'apprends la psychologie classique et ça me plaît beaucoup. Ça me plaisait vraiment beaucoup. Et mon fils aîné arrive en CE2. Et en CE2, la maîtresse nous convoque, alors qu'il n'y avait jamais eu de problème jusque-là, pour dire que c'est une catastrophe, qu'il est complètement en retrait, qu'il n'ose pas parler et qu'elle pense qu'il il est en dépression. Et donc moi, pour moi, je ne savais même pas qu'un enfant de 8 ans pouvait faire une dépression nerveuse à l'époque. Et donc on l'emmène chez les psys et tout ça. Et c'est en l'emmenant chez la psy qu'elle nous dit, mais vous savez, votre fils, il est hypersensible, je pense qu'il est précoce, enfin, en tout cas, il est atypique, ça va très vite dans son cerveau, il est très intelligent, mais il est complètement en décalage avec ce qu'on lui demande. Et puis, comme il est hypersensible, il en souffre énormément. Donc, c'est pour ça qu'à l'école, c'est difficile, mais vous inquiétez pas, c'est vraiment pas une question d'intelligence. Et moi, vraiment, quand elle commence à me décrire le fonctionnement de mon fils et à mettre des mots sur les choses, je me prends mais vraiment un pieu dans le cœur, quoi, et une bouffée, mais comme si tout revenait, quoi, toutes les pièces du puzzle remontaient, et je me disais, mais putain, mais je dis des gros mots, hein, je dis beaucoup de gros mots, va falloir s'y faire. Hein. Pas de souci. Chez les hypersensibles, il y en a qui disent des gros mots aussi. Non, mais toutes les pièces du puzzle se mettent en place comme ça, et je me dis, mais là, elle parle de moi en fait, mais moi j'étais comme ça quand j'étais petite. Je l'exprimais peut-être pas de la même manière, mais c'était exactement ça. Et donc je me suis souvenue que quand j'étais petite, moi je passais des heures, par exemple, alors j'ai jamais eu la langue dans ma poche, mais donc j'étais pas introvertie. En revanche, comme j'étais très hypersensible sans vraiment le savoir, moi je sais que je souffrais énormément de saturation à cause des sensations, de saturation sensorielle. Donc, j'étais hypersensible au bruit, donc hyperacousie plus, hypersensible aux odeurs, mais c'était terrible, à l'étiquette qui gratte, aux vêtements, aux trucs comme ça. Et, et du coup, je sais que, et j'ai toujours ressenti que j'avais, mais je trouvais ça bizarre, maintenant je trouve plus ça bizarre, mais à l'époque je trouvais ça bizarre, j'ai toujours ressenti qu'il y avait des moments dans la journée où mon énergie fluctuait. Et j'avais jamais compris pourquoi jusqu'alors. C'est-à-dire que depuis toute petite, j'avais des moments où moi j'avais besoin de me mettre complètement en retrait et complètement isolée de tout. Et je pouvais passer des heures à dessiner sur un coin de table comme ça, et il fallait pas me parler, j'étais tranquille, où j'allais écouter de la musique tranquillement, et des moments où j'étais mais surexcitée, mais à tel point que, et c'est bien le problème d'ailleurs aujourd'hui avec les hypersensibles et les erreurs diagnostiques, à tel point que en étant ado, il y a un moment donné, je me suis dit, mais je suis bipolaire en fait.
C'est-à-dire que bipolaire, je fluctue, je passe de la dépression à la surexcitation. Après, ça retombe et je suis en train de pleurer. Et avec cette... Qui ont vécu le mauvais diagnostic de bipolaire, ça a souvent été Mais associé. c'est terrible, ça fait des dégâts et ça continue à faire des dégâts majeurs parce que ça construit l'identité aussi. Et quand il y a un médecin qui vient vous coller un diagnostic et qui vous dit, bah voilà, toi tu vois là, toi tu es bipolaire, bah maintenant tu fais avec, on se construit déjà dans une identité de maladie, alors que l'hypersensibilité n'est pas une maladie. Ça n'est pas une maladie, c'est un fonctionnement. C'est un fonctionnement qui est un peu, voire très différent de ce qu'on appelle la norme. La norme, dans le sens, c'est pas la norme qui est bonne, hein, c'est la norme, c'est ce qui est partagé par le plus grand nombre. Si on prend une société, si on prend un groupe. Sauf que, comment ? Je dis oui, ce qu'on a fixé par le passé comme étant la norme sans savoir si c'était forcément le fonctionnement. Oui, enfin, c'est ce qui est partagé par le plus grand nombre. Si on étudie les gens comme ça, on dit, bon, bah voilà, dans la population, il y a 75% qui réagissent à peu près de la même manière. Et tiens, c'est bizarre, il y a 25% qui réagissent pas tout à fait comme les autres. Et donc, l'hypersensibilité, ça concerne, on le sait maintenant, et merci vraiment l'avancée aussi des progrès des neurosciences et de la psychologie, des recherches, des études en psychologie, où déjà on sait que ce n'est pas une maladie et on sait que ça concerne une personne sur 4, 25% de la population, c'est quand même énorme aussi. Donc ce n'est pas quelque chose de marginal. Ouais, et tu vois, on en avait parlé avec Saverio, je sais que tu en avais parlé aussi, les études montrent, enfin, ne cessent de croître, c'est-à-dire qu'on est doucement en train de se rapprocher des 30% de la population. Au plus on commence à en parler, à se savoir, aux gens qui commencent à analyser que ce n'est pas des hyposensibles, mais c'est des hypersensibles et qui travaillent sur eux. L'augmentation, on était dans les 15-20% il y a quelques années avec Hélène Aron dans les premières études. Aujourd'hui, on est plutôt en train de se rapprocher très rapidement. On tend vers les 30%. Et ce que je voulais dire, c'est que ce n'est pas un phénomène de mode non plus. Exactement. C'est pas genre juste, alors avant il y a eu la mode des surdoués, donc maintenant il y a la mode des hypersensibles, et donc quand on veut se donner une identité ou machin, ça ne vient pas justifier non plus des comportements qui restent inacceptables, quelles que soient les situations. Parce que moi j'ai beaucoup de gens qui disent oui mais c'est pas de ma faute, c'est parce que je suis hypersensible. Oui, tu es hypersensible, mais ça ne justifie pas d'aller pourrir ton voisin. C'est le début d'un chemin, le début d'un fonctionnement, mais ce n'est pas une excuse. Donc, c'est pas un phénomène de mode. Ce qui est intéressant, c'est aussi de comprendre, et moi je trouve que c'est intéressant et à la fois c'est révélateur d'un problème aussi de société, qui est que si on voit qu'il y a une augmentation du nombre d'hypersensibles, on sait que dans l'hypersensibilité, il y a une prédisposition génétique, un facteur génétique, mais il y a aussi après tout ce qui est de l'ordre de l'acquis, de l'histoire de vie et de l'environnement. Et c'est vrai qu'on évolue, nous, dans une société qui est tellement à la fois normative, à la fois pressurisante sur la question de la performance. C'est stressant, on est dans une société qui est très stressante et qui met beaucoup la pression, avec une société qui est assez agressive aussi, que ce soit par les informations qui sont balancées en continu sur les médias. C'est anxiogène, on est dans des situations anxiogènes. Eh bien, des gens qui avaient peut-être cette prédisposition-là et qui ne l'avaient pas forcément développée complètement parce que c'était contenu, vont développer plus de sensibilité, vont devenir plus réactifs, plus sensibles, parce que la société est très anxiogène et très pressurisante. Donc c'est pour ça que ça commence on voit que ça augmente. Mais pour en revenir donc à cette découverte, donc quand j'amène mon fils, je me dis, purée, mais en fait, je me rends compte que moi, en effet, ça vient répondre à des questions de mon mal-être, que je ne comprenais pas pourquoi je me sentais mal, pourquoi je me sentais différente quand j'étais petite, pourquoi. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de copains, mais par exemple, j'arrivais pas à m'intégrer dans un seul groupe parce que tout m'intéressait. Il y avait ce truc de curiosité aussi qui faisait que, et de sensibilité et d'empathie qui faisait que je pouvais entrer en empathie avec des gens qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres, qui venaient de milieux différents, qui avaient des centres d'intérêt complètement différents, des styles complètement différents, parce que j'arrivais à me mettre en résonance intuitivement
avec quelque chose qui me plaisait chez chacun d'eux. Donc, c'était très difficile pour organiser des anniversaires et réunir tout le monde. Donc, je faisais différentes fêtes parce que c'était très difficile de mixer ce patchwork de gens qui, pourtant, pour moi, avaient tous un point commun, c'est-à-dire que j'entrais en résonance émotionnelle avec eux, qu'il y avait peut-être des choses chez eux qui me touchaient, indépendamment de leur milieu, de là où ils venaient, et même de leurs opinions, parce que j'avais vraiment même des opinions et religieuses et politiques à l'adolescence, mais qui étaient complètement antagonistes parfois, et c'était quand même mes amis. Donc ça m'a fait comprendre toutes ces choses-là, pourquoi je me sentais différente, pourquoi je me sentais parfois très fatiguée aussi, épuisée même, pourquoi ça entraînait quand même des problèmes relationnels, que ça soit avec mes parents, avec ma famille, mais que ça soit avec les profs à l'école, parce que moi je fais partie de ces hypersensibles extravertis, plutôt extravertis, donc avec un franc-parler, avec de l'humour dans le sens, pas du cynisme, mais vraiment de l'humour et de l'ironie sympathique, mais de l'ironie quand même, enfin j'aime bien charrier en fait. Et donc c'est vrai que ça pouvait entraîner des problèmes relationnels, d'autant que je viens d'une famille d'hypersensibles. J'ai des parents hypersensibles qui l'expriment très différemment. Donc, j'ai un père complètement extraverti et complètement envahissant, que j'adore, mais qui est complètement, et ça a été un problème à un moment donné. Et une mère qui est ultra, ultra sensible, je pense que c'est même peut-être la plus sensible de toute la famille, et qui, elle, est très introvertie, très, vous savez, enfin, tu sais, dans les caractéristiques de l'hypersensibilité, il y a le traitement en profondeur de l'information, ce qu'on appelle la profondeur, de rentrer en profondeur, et dans le traitement, dans le détail, mais dans la profondeur à l'intérieur de soi. Et par exemple, ma mère fait partie de ces personnes-là, où elle s'est exacerbé ce trait de personnalité-là, ce trait de caractère, et donc ça peut donner une version très même contemplative, calme, c'est-à-dire que elle écoute, elle analyse, elle traite, elle prend du temps toujours, elle a du mal à s'exprimer, elle ne peut pas décrocher le téléphone par exemple. D'accord. Décrocher le téléphone pour parler à quelqu'un, ça la met en panique parce que elle ne sait pas ce que la personne va lui dire, donc elle ne sait pas comment va pouvoir adapter sa réaction, elle ne sait pas ce qu'elle va se prendre comme charge émotionnelle. Et moi, je sais que dans une moindre mesure, et je suis sûre que dans les hypersensibles qui regardent cette vidéo, je suis sûre qu'il y en a qui vont se reconnaître. Moi, je n'ai pas cette aversion pour le téléphone, mais je sais qu'une conversation téléphonique, émotionnellement, c'est éprouvant pour moi. C'est éprouvant pour moi parce que déjà, on ne voit pas le visage de la personne. Donc, on ne peut pas se fier aux expressions du visage et donc à l'expression émotionnelle sur le visage. On prend juste de l'info, juste de l'énergie, on absorbe, on est réceptacle d'une énergie. Et je sais que moi, j'aime pas trop ça. Et c'est ce que je dis souvent aussi, c'est que, par exemple, quand je dois dire quelque chose à quelqu'un qui me touche, maintenant, j'ai fait des progrès, j'ai travaillé sur moi. Bon, en plus, c'est mon métier, donc bon, on dit les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés, mais c'est pas vrai parce que, a priori, quand on est dans ces métiers-là, on essaye d'être un petit peu cohérent avec ce qu'on raconte toute la journée. Pas de montrer l'exemple et d'être en accord avec ce qu'on défend et ce qu'on donne à nos coachés. C'est ça. Et de prendre conscience que c'est pas parce que c'est moi qui ai les connaissances que j'ai réglé tout dans ma vie. Et moi, c'est ce que j'explique tout le temps. Moi, je suis toujours en chemin et en chemin d'amélioration pour moi-même. Et je sais que j'ai encore vachement de progrès à faire. Et sur la question de l'hypersensibilité et de l'hyperréactivité émotionnelle, j'ai des progrès à faire. Moi, pendant des années, donc quand je voulais dire un truc qui me touchait à quelqu'un, je préférais l'écrire. C'était plus facile. C'était le seul moyen de délivrer mon message parce que je sais que si je disais en face, j'allais me mettre à pleurer alors qu'il n'y avait pas de raison objective de pleurer. C'est juste que trop d'émotions parce que ça me touchait et que j'allais pas pouvoir aligner 3 mots. Et donc, comme je voulais délivrer quand même mes messages et dire les choses, eh bien, je passais par les textos, les mails. Avant, j'écrivais des lettres avant, parce que ça fait longtemps que ça m'arrive, ces trucs-là. Et en travaillant sur moi, en avançant, en essayant, maintenant, j'arrive de plus en plus vraiment à dire les choses, même quand elles sont pas plaisantes. Parce que le problème, c'est pas un problème, mais une des caractéristiques de l'hypersensibilité, c'est qu'il y a cette hyper-empathie. C'est-à-dire qu'on va ressentir naturellement ce que l'autre ressent, les émotions de l'autre. Et ben donc, quand on doit dire quelque chose à quelqu'un qui est susceptible de pas forcément lui plaire ou qui est susceptible de le blesser
enfin de le blesser, en tout cas qui ne va pas être confortable pour lui. Si on se met en résonance avec cette personne et qu'on est hypersensible, on va ressentir son mal-être et on peut même le prévoir, son mal-être. C'est-à-dire qu'avant de parler, on a le projet de dire non, là, il faut vraiment que je parle à mon mec, ou il faut que je parle à ma meuf, ou là, il faut que je dise ça à mon patron ou à mon collègue. Et en anticipation, on peut déjà imaginer ce que l'autre, le malaise que l'autre va ressentir quand on va lui dire quelque chose. Avant, c'est ce qui doit. Mais oui, on est capable de ressentir avant, ce qui paraît complètement dingue. Et donc, c'est ça qui peut bloquer du coup l'action et qui va faire que comme on n'a pas envie de lui faire ressentir ça et qu'on n'a pas envie de le ressentir non plus, vu qu'on vient déjà de le ressentir, on n'a pas envie de retourner une deuxième fois, donc on ne va pas dire les choses. Et c'est vraiment dommage de se priver de ça. Moi, je pense que ça se travaille en se faisant un peu violence quand même pour mettre le doigt sur le bénéfice après qu'une communication saine peut apporter. Et finalement, on se rend compte que oui, il y a eu un petit passage inconfortable, le moment où la personne prend le message et que ça coince. Et donc, en tant que grand empathique, on ressent ce truc-là. Mais après, ça passe et c'est surtout que ça permet de dialoguer, ça permet à l'autre aussi d'exprimer son ressenti et on en sort vainqueur. Alors que si on ne dit pas le truc, le problème le gros risque chez les hypersensibles, c'est qu'à force de ravaler tout, de pas dire, de pas dire, de pas dire, on n'explose pas, on implose. Ouais. Enfin, on peut exploser aussi. Il y a les deux. Et on explose et on implose, en fait. Et ça, c'est un vrai risque. Ou alors, on se ratatine, on se rétrécit. C'est-à-dire que même de... Il y a deux cas de figure. C'est marrant parce que chez les personnes les plus extraverties, à la base, les hypersensibles, c'est des gens qui vont emmagasiner et qui après, là, pour le coup, vont exploser et vont faire des dégâts et après vont culpabiliser. Et comme ils sont hypersensibles, alors la culpabilité, elle va être décuplée et ça peut mettre vraiment en bad pendant des jours. Donc voilà, donc on va avoir des comportements inadaptés vers l'extérieur. Et pour ceux qui sont plus introvertis, celles qui sont plus introverties, le risque, c'est vraiment de se rétrécir à l'intérieur et que la petite flamme, elle s'éteigne progressivement et qu'on n'ait plus cette énergie-là, qu'on n'ait plus envie de dire les choses, qu'on n'arrive plus à être soi-même, vraiment. Et on va se cacher, on va se planquer et là, on va vers la dépression aussi. Donc, dans tous les cas de figure, même si ça fait un peu de mal, arriver à exprimer les choses d'une manière ou d'une autre. Et si on a besoin du téléphone et des textos pour faire passer les messages, l'important, en fait, c'est de faire passer les messages. Ouais, tout à fait. C'est éviter aussi la double peine. On en parlait récemment, mes pommes, sur une vidéo où en fait, tu peux aussi utiliser le message de l'autre si tu as du mal à verbaliser. Pour ceux qui découvrent leur hypersensibilité, des fois, c'est un peu difficile d'expliquer à leurs proches comment ils ont quel ressenti ils ont, comme eux-mêmes, ils sont en train encore d'explorer cette hypersensibilité et d'utiliser des vidéos, d'expliquer des mots des autres au départ. Si tes propres mots, c'est encore compliqué, c'est aussi un choix pour éviter d'imploser, d'exploser, mais en tout cas de se pourrir avec le manque de communication et pouvoir quand même, évidemment, comme tu le dis très justement, dans tous les cas, passer le message. Ça, c'est hyper important. Et donc, du coup, ce que je me demande, c'est que tu as découvert ton hypersensibilité après ton burn-out J'ai découvert... en fait, tout s'est passé dans la même année. D'accord. C'était l'année remise à zéro, d'accord. En fait, je fais mon burn-out, je suis convoquée par la maîtresse au bout de quelques mois. Et donc, moi, en premier lieu, avant de penser à l'hypersensibilité, je commence à culpabiliser en me disant c'est à cause de mon burn-out que mon fils déconne complètement et que ça va pas avec lui aussi. Je lui ai transmis ma dépression, en fait. Donc, au début, j'ai culpabilisé là-dessus jusqu'à ce que je comprenne vraiment que non, c'était son fonctionnement, c'était lié à l'hypersensibilité et qu'il n'était pas reconnu, qu'on lui laissait pas la possibilité de s'exprimer et qu'on s'adaptait pas en fait à son fonctionnement, qu'on respectait pas ses besoins aussi d'hypersensible parce que on a des besoins en tant qu'hypersensible et des besoins qu'il faut faire valoir vraiment. Et ça, j'insiste là-dessus. Et tu vois, là, on parlait de Saverio et donc il y a pas longtemps, on a eu une discussion là-dessus et on disait faire valoir, c'est passer droit, faire valoir ses besoins, ça veut dire exprimer ses besoins. Sans avoir honte de le dire et même dans le milieu du travail, de dire voilà, moi je sais que pour bien travailler, j'ai besoin de mettre un casque sur les oreilles ou j'ai besoin de m'isoler parce que le bruit me crée une surcharge, une surstimulation
cognitive qui m'empêche de me concentrer, qui m'empêche d'être efficace. Et en fait, il y a beaucoup trop d'hypersensibles, notamment dans le milieu du travail, qui n'osent pas afficher la couleur de leur hypersensibilité comme si c'était une tare et comme si c'était de la faiblesse. Et du coup, qui souffrent jusqu'à vraiment épuiser leur corps, épuiser leur mental, et épuiser leur sève, quoi, leur énergie, leur flamme. Alors que c'est tellement, je vous jure, mais tellement plus facile d'afficher la couleur sans dire ah oui, je suis handicapée, c'est pas un handicap, mais de dire voilà, moi, je suis mon fonctionnement, je suis hypersensible, voilà ce que ça implique. Je peux être très sensible au bruit, ou je peux être très sensible à certaines odeurs, à la luminosité, voilà, on explique en fonction de ce qu'on a, ok. Je peux être hypersensible, hyper réactif au niveau émotionnel, c'est-à-dire que quand vous me dites quelque chose, ce qui peut vous paraître anodin, moi, ça peut me faire une grosse blessure à l'intérieur. Il va me falloir du temps pour traverser cette émotion et pour pouvoir. Voilà. Si on affiche la couleur en disant, en revanche, voilà, j'ai des besoins par rapport à cette hypersensibilité. Donc, je vais vous demander d'adapter les choses, de vous adapter à mon rythme parce que j'ai peut-être, par exemple, besoin de prendre plus de temps pour arriver sur le lieu de travail. J'ai besoin de changer d'environnement. J'ai besoin de boire du verre. Voilà, j'ai des besoins. Mais ce qui est sûr, une chose est sûre, c'est que dans mon fonctionnement d'hypersensible, il y a des trésors et des merveilles aussi qui vont vous servir et qui vont être bénéfiques pour l'équipe parce que je suis un super, super baromètre de l'ambiance, baromètre des tensions aussi. Je sais, moi, quelqu'un d'hypersensible rentre dans une salle de réunion et sait exactement qui va bien, qui ne va pas bien, peut-être même mieux que les personnes intéressées. Parce que on n'est pas dans l'ordre de l'analyse et du rationnel, on est dans l'ordre d'un cerveau qui capte beaucoup plus d'informations qu'un cerveau, ce qu'on appelle un cerveau normopensant, okay, enfin pas hypersensible en tout cas, donc qui chope beaucoup plus de détails, à la fois beaucoup plus d'informations qu'il peut traiter de manière rationnelle, mais aussi des informations qu'il va traiter de manière inconsciente, c'est ce qu'on appelle l'intuition. Et donc, ce baromètre-là, ce diapason émotionnel. Donc, une personne hypersensible, c'est un vrai atout dans une équipe de travail. Dès lors qu'on la respecte et qu'on s'adapte aussi à elle, parce qu'elle va toujours chercher à garantir l'harmonie dans l'équipe. Elle va toujours chercher à bien faire et à faire plaisir pour ne pas blesser les gens. C'est des gens, les hypersensibles, les cerveaux hypersensibles, ce sont des cerveaux, si on les laisse faire, qui sont créatifs et qui trouvent des solutions parfois intuitives où pendant des semaines, tu mets tous les experts autour d'une table qui sont en train de prendre leur cours d'HEC, leur cours de je sais pas où, de machin et tout ça, et de réfléchir aux problèmes et ils ne trouvent pas de solution. Et la personne hypersensible, elle a peut-être pas fait les études, elle a pas machin, mais elle va se connecter à autre chose, donc qui est son intuition, qui est tous les petits messages qu'elle capte. Et on n'est pas en train de parler de trucs ésotériques là, hein, on est en train de parler de vrais messages. Aussi pour beaucoup, hein. Et qui va proposer une solution inédite qui, en effet, peut-être répond pas à des équations mathématiques, mais qui est une solution pratico-pratique, de bon sens. Et on va se dire, mais pourquoi on n'y a pas pensé avant ? Et ça, les hypersensibles, c'est une vraie force. C'est une vraie force, si tant est qu'on accepte ce fonctionnement-là et qu'on arrête de le regarder comme une faiblesse, qu'on arrête de le regarder comme une maladie ou comme une tare, et de dire, voilà, dans ce fonctionnement-là, il y a des choses géniales, et puis il y a quelques contraintes qu'il faut connaître et qu'il faut accepter. Et dès lors qu'on les accepte, tout va beaucoup mieux. Alors, est-ce que toi, découvrir ton hypersensibilité à ce moment-là si crucial de ta vie, tu penses que c'est ce qui t'a aidé aussi à te relever parce que tu te comprenais mieux et donc du coup, ça a radicalement changé ton fonctionnement à cette époque-là ? Oui, c'est évident, c'est-à-dire que de découvrir ça et du coup d'aller lire sur la question, d'aller d'en parler avec le psy que je voyais à l'époque qui était génial, ça a changé mon regard forcément sur moi-même et donc ça m'a permis déjà de comprendre mieux ma construction et mon histoire et d'arrêter de voir ça comme je suis bizarre, d'arrêter de me voir comme je suis bizarre. Donc ça m'a rétabli dans mon identité et ça a ouvert la porte aussi à aller découvrir mes ressources, à me dire ok,
dans ce fonctionnement-là, il y a des choses vraiment qui me font chier au quotidien. Je peux vous assurer, voilà, je pleure beaucoup, je peux me mettre hyper vite en colère, je vais dire des horreurs, je te pourris la personne en 2 secondes, et après je regrette, et après je vais m'excuser, que je culpabilise, et machin. Ouais, et voilà, il y a des trucs, je peux pas dormir parce que j'entends le tic-tac qui est à l'autre bout de, qui est à l'autre bout de la maman. Des choses Voilà. sur lesquelles on a encore envie d'avancer, quoi. Ouais. Mais à côté de ça, j'ai mis à ce moment-là le doigt sur aussi tout ce qui était chouette chez moi et tout ce qui était chouette et qui venait de ce fonctionnement-là. C'est-à-dire justement cette joie que j'avais. Moi, c'est ce que je dis toujours quand je serai vieille. Je pourrais dire que j'ai énormément pleuré dans ma vie, mais j'ai énormément ri aussi. Et aujourd'hui, ça tend à se confirmer. C'est qu'il y a des études les chercheurs d'Oxford, là, c'est une étude assez récente où ils sont en train de montrer que les personnes hypersensibles seraient peut-être celles qui sont qui ont la plus grande aptitude au bonheur et à la joie et à ressentir de la joie, contrairement à ce qu'on pourrait croire où en général hypersensible égale dépressif chronique Ouais, mais ou en fait, hyper c'est anxieux. aussi des joies extrêmes parce que parfois, on a des downs qui sont sûrement plus down, mais par contre, on a des ups et des joies et des euphories et un enthousiasme qui est là aussi décuplé parce qu'on vit tout en plus grande intensité, y compris la joie, quoi. Et c'est ça, et c'est génial parce que qui dit joie dit aussi un plus grand optimisme. Donc aussi, ce sont des personnes qui sont très importantes sur un plan collectif, et je ne Ouais. parle pas que de l'entreprise, là, sur le plan collectif, d'avoir des personnes qui sont capables d'optimisme, surtout dans la société d'aujourd'hui, c'est un bien précieux. Des gens qui sont capables de s'émerveiller, l'émerveillement sur des petites choses, sur des détails, des personnes qui sont capables d'exprimer leur gratitude beaucoup plus que les autres, beaucoup plus que la norme. C'est précieux pour soi-même, mais c'est précieux vraiment pour tous les gens avec qui vous entrez en contact parce que à vous seul, avec cette énergie-là et avec ce fonctionnement d'hypersensible, vous êtes déjà, avant même d'avoir ouvert la bouche, un atout dans la vie des autres. Parce que, alors si tant est qu'on l'apprivoise un petit peu quand même, ce fonctionnement-là, c'est-à-dire, mais l'apprivoiser, finalement, c'est pas si compliqué que ça. Vraiment, hein, je m'aperçois, si j'avais le meilleur conseil que j'aurais à donner aujourd'hui, bien évidemment, c'est que si on se sent vraiment très très mal, il faut se faire aider et pas rester dans son coin tout seul. Et quand je dis se faire aider, c'est pas forcément chez des psys ou chez des coachs, mais se faire aider, bah, tu vois, je suis sûre que les personnes qui regardent tes vidéos viennent chercher de l'aide et que ça leur apporte de l'aide. Donc, il ne faut pas hésiter à lire des livres, à rentrer en contact avec des gens. Même suivre, tu vois, quand on te suit sur Instagram et retrouver Audrey sur ses réseaux sociaux, tu as cette dose d'optimisme. Quand on dit se faire aider, c'est tellement comme un environnement global, comme tu le dis très justement, c'est que oui, ça peut être des psy, mais pas nécessairement, ça peut être psy, coach, des livres, des vidéos, juste un entourage, des réseaux sociaux avec quelque chose de positif. Entourez-vous, quoi, vraiment. Je voulais en arriver là, tu as dit l'entourage, et ça, je pense que c'est vraiment très, très important. C'est aussi mieux choisir son entourage. Vraiment. Moi, ce que ça m'a appris, cette histoire-là, vraiment, de ce burn-out. Bon, après, j'ai divorcé dans la foulée. Non, mais ça a été une période bien. Mais oui, en fait, ça a été une période bien. C'est que ça a fait beaucoup de tri, en fait, dans ma vie. Alors, du tri qui s'est fait naturellement de l'extérieur, c'est pas moi qui l'ai décidé. C'est-à-dire que à partir du moment où j'ai décidé de devenir moi-même, apparemment, ça n'a pas plu à certaines personnes parce que j'ai dû trop les chambouler. En fait, j'ai fait péter le système. On fait tous partie d'un système. Notre système familial, notre Dans système leur case aussi. amical. Ouais. Voilà. Et quand on peut plus te rentrer, en fait, c'est un peu comme si tu avais rompu le pacte. Il y avait un pack alors moi j'étais dans un milieu de petits bourgeois, machin, tout le monde s'invite, ho, 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 on se rend les invitations, ha, 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 et quel vent on a servi, et quel truc, les mamans de l'école, ouais, trésorière des parents d'élèves quand même, la classe, et les kermesses et les machins et le conseil d'école. Donc en fait, tu joues le jeu d'un système. Après, tant que ce jeu-là te convient, moi je dis tant mieux, hein, remettez rien en question, hein, si votre vie vous convient comme elle est, vraiment changez rien du tout. Mais si vous sentez que ça ne va pas, changez 2, 3 petites choses, vous verrez. Mais le truc, c'est qu'à partir du moment où tu
sors du système ou que tu bouges un peu les lignes du système, ça déstabilise toutes les autres personnes de ce système-là. Et donc, tu as des réactions, mais parfois complètement dingues. C'est-à-dire qu'il y a des gens vraiment qui m'ont tourné le dos du jour au lendemain et qui n'ont plus voulu m'appeler, me voir, m'inviter. J'étais plus invitée du tout. Quand j'ai divorcé, ça a été la même chose, et pour des raisons qui ne sont pas forcément de prise de parti pour mon ex-mari. En plus, on s'entendait hyper bien, donc c'était même pas ça le problème, mais plus de... Je pense qu'il y en a, et je le sais, je l'ai su après, qui se disaient, purée, elle a osé. Elle a osé sortir d'une situation où elle n'était pas heureuse, et elle a osé faire péter le cadre pour aller vivre sa vie et pour s'épanouir. Et puis, il y en a d'autres qui regardaient ça aussi d'un mauvais œil en disant « Ouh là 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 là, elle va donner des mauvaises idées à nos femmes ». Et il y a des gens comme ça, on ne sait jamais qu'ils fassent la même chose. Quand tu es trop libre, quand tu oses, quand machin, il y a des gens que ça dérange vraiment. La reconversion professionnelle, ça dérange certaines personnes. Et donc, d'eux-mêmes, il y a eu un tri, c'est-à-dire qu'il y en a d'eux-mêmes qui se sont complètement désolidarisés. Okay. Et puis après, il y a le tri que moi, j'ai fait. C'est-à-dire que je me suis quand même rendu compte, et quand je dis tri, ce n'est pas forcément qu'il faut mettre une croix sur les gens, mais je me suis aperçue que dans ma vie, telle qu'elle était et où ça allait pas, avec cette hypersensibilité-là, je me suis aperçue que je ne pouvais pas fréquenter à haute dose certaines personnes parce que leur énergie, parce que leur message négatif, anxiogène, toxique, leur chantage affectif, leur culpabilisation, leur jugement, leur critique et tout ça, ça me faisait des trop grosses blessures à chaque fois. Alors qu'eux s'en rendaient pas compte. Et je leur en veux même pas en plus. Donc on n'est même pas dans un truc de leur en vouloir. On est juste dans un truc de savoir comment on fonctionne et savoir ce qui est bon pour nous. Et moi, je me suis aperçue que ce qui était bon pour moi avec ce fonctionnement-là d'hypersensible, c'était d'être entourée de personnes bienveillantes, de personnes positives, de personnes qui n'étaient pas dans le jugement, qui n'étaient pas dans la critique, qui étaient soutenantes, qui étaient aidantes. Et avec celles qui étaient carrément toxiques, j'ai arrêté de les voir. Et celles j'ai envie de vous dire, parfois il y en a qu'on ne peut pas enlever complètement parce que c'est soit notre famille proche, soit des amis très proches, soit des relations de travail. Et les relations de travail, on ne choisit pas tout non plus tout le temps. Hein. On ne fait pas que ce qu'on veut quand même. Non, parce que s'épanouir, changer, machin et tout, c'est génial. Il y a quand même quelques règles de vie sociale. Donc on peut pas couper avec tout le monde. En revanche, on peut prendre un peu de distance. Espacer les visites, espacer les coups de fil, ou alors dire pour un coup de fil plombant, je vais appeler 3 copines ou 3 copains qui sont vraiment réénergisants et supportants. Donc le meilleur conseil que je peux donner pour l'hypersensibilité, pour accepter ce fonctionnement-là, c'est vraiment de l'accepter, en fait, d'accepter qu'on soit hypersensible et que c'est cool. C'est pas grave. Il y a des trucs un peu relous. Donc, si je suis trop sensible au bruit, si j'ai ce qu'on appelle l'hyperesthésie, c'est-à-dire les sens, la sensorialité qui est vraiment exacerbée, j'ai des techniques à ma disposition aujourd'hui qui s'appellent de la relaxation, de la méditation, de l'hypnose, des techniques psychocorporelles, ce que vous voulez. On a accès à tout aujourd'hui. Ça, vraiment, ça aide. Pour le coup, pour cette question de l'hyperesthésie, pratiquer régulièrement des techniques qui visent à apprivoiser, canaliser, rééquilibrer les circuits dans le cerveau, hein, parce que c'est une question de ça, hein, vraiment, ça aide à diminuer et atténuer notre perméabilité et notre réactivité aux stimuli extérieurs. Après, pour le reste, sur les émotions, sur l'hypersensibilité émotionnelle, l'hyperréactivité émotionnelle, c'est encore une fois de miser sur la communication, d'afficher la couleur, de le dire. Quand on étiquette des émotions, déjà d'accepter que les émotions, ça passe, hein, ça nous traverse, même si c'est pas confortable, même si ça nous fait mal, ça s'arrête toujours au bout d'un moment. Dans le spectacle, je disais c'est comme les orgasmes. Bah oui, c'est comme les orgasmes. Ça s'arrête. C'est une courbe, ça monte, ça redescend. Bon, les émotions, c'est la même chose, ça monte et ça redescend. Si on accepte ce truc-là
et qu'on se dit, mais finalement, cette émotion-là, c'est une chance pour moi parce qu'elle vient me dire quelque chose. Elle vient dire quelque chose, l'émotion quand même. Que ce soit des émotions agréables ou des émotions désagréables, elles ont un message, elles servent à ça, les émotions. Elles ont un message pour nous. Et qu'on se dit, ok, j'observe. Là, c'est vraiment relou. Là, je sens vraiment que je suis en crise de panique. Ça m'est arrivé il y a 3 jours, hein. Donc, je peux en parler parce que j'en ai encore. Forcément, je suis hypersensible. Donc, même avec tout le travail qu'on peut faire sur soi-même, même avec la méditation et tout ça, il y a des moments où si on est plus fatigué, si il y a un événement et tout ça, il y a des moments où bah, forcément, on va ressentir des bouffées émotionnelles comme ça assez fortes. J'étais dans mon lit à 1h du matin, je dormais toujours pas, là, il y a 3 jours, et vraiment, je me disais, mais en fait, je vais crever là. Là, je pense que je vais crever. J'ai mon cœur qui est en train de s'emballer dans tous les sens. Je commence à avoir des sueurs froides. J'ai l'impression que j'allais m'évanouir. Et ça a duré pas longtemps, finalement, ce truc de je vais crever. Et je me suis dit, attends, on se calme. On se calme. Oui, tu as l'impression là que tu vas crever, mais non, tu ne vas pas mourir tout de suite. Ça s'appelle une attaque de panique. Essaye de comprendre pourquoi là, en ce moment, tu l'as. Et en fait, j'ai compris en réfléchissant 3 secondes et en me connectant à ce truc-là. Déjà, en mettant un mot dessus, ça fait baisser la pression. Et après, j'ai pris un tout petit peu de recul et je me suis dit, ok, c'est bon, je sais pourquoi j'ai ce truc-là. Il va falloir que j'en fasse quelque chose. C'est sûr que si on n'en fait rien, ça revient, hein. Ouais, et De puis toute façon, tu te poses pas l'émotion. cette question, c'est beau cette analyse de se dire mais pourquoi c'était là? Donc s'il y a un message, soit tu fais genre tu l'écoutes pas, mais si tu l'écoutes, Et c'est là, mais si tu ne l'écoutes pas, ce qui est magnifique, alors encore plus quand tu es hypersensible, c'est que si tu, c'est comme les symptômes dans le corps, hein. Les émotions, les symptômes, ça a la même fonction et la même vertu. C'est que si tu ne l'écoutes pas, on te resserre la soupe, mais avec un cran au-dessus. Et si tu ne l'écoutes pas, on te le resserre jusqu'à ce que tu comprennes, en fait. c'est clair, Et puis, c'est le jour où tellement tu dis, ouais, c'est bon, j'ai compris. toujours Sauf dans que ta- malheureusement, non mais trêve de plaisanterie, malheureusement, souvent et trop souvent, et moi je le vois trop souvent chez les gens qui viennent me voir, parce qu'a priori les gens, je suis psy, a priori les gens qui viennent me voir ne vont pas bien. C'est quand même très très rare qu'on vienne me consulter en disant, j'ai pris rendez-vous avec vous pour vous dire que tout va bien, mais je veux voir un psy. J'aimerais, hein, franchement, ça serait de la prévention, ça serait génial, ou juste de la connaissance de soi. En général, les gens, quand ils viennent me voir ou quand ils arrivent chez leur médecin, c'est que déjà les symptômes sont très avancés. Et malheureusement, à force de ne pas écouter, bah, ça monte d'un cran, ça monte d'un cran, et jusqu'au burn-out ou jusqu'aux grosses maladies. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage d'en arriver là, alors qu'il y a plein de choses qu'on peut faire avant. Et juste accepter que l'émotion, elle est là pour nous délivrer un message, qu'en 3 minutes, ça passe. Donc, a priori, 3 minutes, c'est long, hein, 3 minutes quand tu as le cœur qui palpite. Mais si tu laisses, ça va. Et après, de dire, OK, j'en fais quoi de ce truc-là? Qu'est-ce que je fais demain avec cette information-là? Est-ce que j'ai un truc à dire à quelqu'un? Est-ce que il faut que je me mette en retrait de quelque chose? Est-ce qu'il faut que je change quelque chose? Est-ce que juste faut que j'accepte que c'est la situation du moment? En l'occurrence, moi, c'était ça. Truc de pourtant, le confinement n'avait pas été encore prolongé d'un mois, mais de me dire, ok, ça risque de durer longtemps quand même. Bon, bah, on accepte. Voilà. Y a un travail à faire avec ça, mais je pense qu'à partir du moment où on est dans cette acceptation-là, alors on peut commencer à voir aussi tout ce qu'il y a de merveilleux et tout ce que ça permet de faire quand on est hypersensible, avec encore plus de saveur du coup. Ouais. Parce que je peux vous assurer que dès lors qu'on commence à sortir de soi, qu'on commence à la fois sortir et à la fois se connecter à son vrai soi, qu'on commence à dire les choses, à s'affirmer un peu plus, à oser mettre en œuvre des projets qui nous tiennent à cœur et qu'on n'osait pas faire parce qu'on s'est dit oh là là, hypersensible, je vais perdre mes moyens, jamais je vais oser parler en public, ou jamais je vais oser aller voir un client, ou jamais je vais oser faire ci, je vais oser faire ça. En plus, je suis parfait. Ah oui, parce que chez les hypersensibles, il y a énormément de perfectionnistes. Et donc, qui dit perfectionniste dit insatisfaction chronique, dit dévalorisation de soi-même, dit perte de l'estime de soi, perte de la confiance en soi. C'est vraiment ce cercle vicieux-là. Si on accepte ce truc-là et qu'on se dit, OK, j'y vais et j'essaye, mais là,
moi, je le vois dans les gens que j'accompagne, et je l'ai vu pour dans ma propre expérience, y compris entrepreneuriale. Pendant des années, je me suis pas autorisée à faire des choses, voilà, à cause de ça. Et le jour où je me suis autorisée, mais ça a tout changé en fait. Je me suis dit, mais finalement, mais je me faisais des flips, je croyais que j'étais pas capable, ou je croyais que j'allais jamais supporter au niveau émotionnel les choses, que j'allais perdre mes moyens. Et non, en fait, je l'ai fait et ça a marché. Et c'est tellement génial. Et avec ce sentiment-là aussi, je pense que ce qui peut aider beaucoup les personnes hypersensibles qui n'osent pas et qui n'osent pas avancer ou qui n'osent pas faire des... Je parle notamment de projets professionnels qui n'osent pas y aller. Ce qui peut les aider, c'est de se mettre du côté de la contribution. C'est de se dire, quand je fais ça, voilà, j'ai ça, j'ai des ressources en moi, j'ai des connaissances en moi que j'ai à partager, quel que soit le domaine, hein, que vous soyez dans l'horticulture, dans le commerce, dans la psy, dans l'architecture, dans tout ce que vous voulez. Euh, j'ai des connaissances, j'ai des ressources, j'ai des talents que j'ai envie de partager pour contribuer à la société, pour contribuer au collectif, pour contribuer à ma famille. Si on se place du côté de la contribution, ça aide vraiment les hypersensibles à trouver la force et le courage d'y aller avec sa peur, mais d'y aller quand même. De dire j'y vais, mais j'ai peur. Mais j'y vais quand même. Mais j'y Parce vais que quand je même. sais, mais j'y vais quand même parce que je sais que je vais y aller avec tout ce que je suis, avec mes imperfections, avec peut-être des moments où mes fluctuations émotionnelles, avec les moments d'angoisse, avec tout ça, mais aussi avec toutes mes ressources. Et ça, je vais aller le déposer, je vais aller le partager avec les autres. Et c'est ma manière de contribuer. La contribution, faire des choses pour les autres, ça aide vraiment à se bouger les fesses et à se motiver pour faire les choses. Ouais, ça donne cette quête de sens souvent dans lequel on peut manquer. Peut-être que, est-ce que toi aussi, tu manquais peut-être de sens quand tu étais notaire, alors que là, Ah, mais aujourd'hui, tu sais ce que tu apportes et enfin, ta contribution au monde, elle est évidente, alors que peut-être en tant que notaire, c'était quelque chose qui te manquait, ce sens-là. Ah, mais pour moi, c'est évident. C'est-à-dire que j'ai adoré les études de droit parce que je trouvais que apprendre, c'est cool. J'ai adoré apprendre des choses en droit. En plus, le droit, c'est hyper intéressant. Après, la réalité du métier de notaire, et vraiment, c'est pas un jugement que je porte, hein. Moi, je peux comprendre qu'on adore ça, vraiment. Mais moi, ça ne me correspondait pas parce que j'avais justement ce problème de sens et d'éthique aussi, enfin, par rapport à mes valeurs, où il y a des trucs, je comprenais même pas à quoi ça servait un notaire, en fait, vraiment. Moi, j'ai choisi notaire après 7 ans de droit parce que, ouais, bah, en fait, moi, au départ, je voulais être commissaire de police. Hein, donc, moi, je voulais travailler à la criminelle au Quai des Orfèvres. Donc, voilà, sauf que je ne l'ai pas fait parce que j'avais 3 gamins et que j'ai pas osé aller passer le concours parce que je me suis dit, la réalité du métier avec 3 gosses, policier à la criminelle, même pas en rêve. Bon, puis en plus, j'avais vachement peur de l'échec. Alors, c'était un concours. Voilà, avocat, c'est la même chose. Il y a ça aussi parce que chez les hypersensibles, perfectionnistes, la peur de l'échec, elle est très, très présente. Et moi, je sais que je me suis empêchée de faire des choses à cause de ça. Je pense que certainement que si j'avais osé aller passer le concours d'avocat, mais en fait, dès que tu me dis, moi maintenant, mais dès que tu me disais le mot concours, je me décomposais sur place, en fait de peur, de trac, d'émotion. J'étais submergée. Et donc, j'ai choisi notaire parce qu'en fait, c'était pas sur concours et que D'accord. c'était sur dossier. Et comme j'avais un excellent dossier, parce que je bossais très bien, et que j'avais un excellent dossier, j'étais sûre d'être prise et d'être prise en plus dans la meilleure école parce que c'était sur dossier. Super important. Et, et en fait, avec du recul, j'aurais aimé à l'époque, mais bon, on va pas refaire le match, mais c'est vrai que j'aurais aimé à l'époque avoir cette capacité, parce que là, pour le coup, c'est pas du courage, mais en tout cas, avoir fait le travail que j'ai fait aujourd'hui, mais c'était pas le cas, donc on peut pas refaire l'histoire, mais d'aller passer ce fichu concours, et je pense que je l'aurais eu le concours,
et que certainement que avocat, parce que moi je voulais aller défendre la veuve et l'orphelin, donc je voulais être avocat pénaliste, c'était soit commissaire, soit avocat pénaliste. Je pense que si j'avais fait ça, j'aurais trouvé du sens et que je serais certainement restée dans cette voie-là. Et c'est pour ça que notaire, je me suis rendu compte que ça avait moins de sens pour moi. Et quand je me suis questionnée, je me suis dit, mais voilà, qu'est-ce que tu veux vraiment faire, de quelle manière tu veux contribuer? Et c'est pour ça que je suis revenue à psycho, parce que ça revenait à ethnologue, mais ça revenait aussi à aider et à accompagner les plus vulnérables, les gens qui sont en souffrance, qui ont besoin, et donc ça avait du sens, ça avait un vrai sens. Et à partir de ce moment-là, quand les choses ont du sens et que tu sais que à ton niveau, je suis pas Mère Teresa, je suis pas Nelson Mandela, enfin voilà, on n'est pas tous, on peut pas tous être des grandes figures comme ça historiques qui ont changé le monde, mais en revanche, on peut tous changer le monde à notre niveau. Et, euh, et moi, à mon niveau, je me dis, bah voilà, tu vois, quand je fais les lives, là en ce moment, ma contribution pendant le confinement, c'était de proposer des lives gratuits comme ça tous les jours, de choses que je fais payer habituellement parce que c'est des vraies séances que je fais, euh, et que je vois les retours de messages de remerciements, de gratitude, je me dis, et que les gens me disent ça me fait du bien, merci beaucoup et tout ça, je me dis, purée, c'est cool quand même de faire quelque chose où vraiment d'apporter ta pierre à l'édifice. C'est ultra, ultra satisfaisant et ultra motivant. Et pourtant, j'avais jamais fait de live de ma vie et je peux vraiment t'assurer qu'avant de faire le premier live sur Instagram, j'avais des sueurs froides. Hein. Ça s'est pas vu, ça s'est pas. Mais j'avais des sueurs froides. Je me disais, mais c'est chelou. Moi, d'habitude, j'ai l'habitude de parler avec des gens qui sont en face de moi. Même quand et j'ai fait des spectacles, je suis montée sur scène et tout ça. Euh, mais je sais pas, bizarrement, c'était plus facile pour moi parce que je vois les sourires, je vois les expressions, tout ça. Là, d'être derrière toute seule, sans voir les gens, ça me terrorisait. Et je l'ai fait quand même. J'y suis connexion Internet instable. Non, ça va? Oui, c'est ton Tu image m'entends? qui va. On t'entend bien, heureusement. Okay. Oui, c'est ton image qui lag un peu. euh, Et je l'ai fait et je me suis rendu compte que finalement, et c'était tellement chouette que pour l'hypersensible que je suis, finalement, bah, j'ai gardé comme conclusion de cette expérience-là plutôt le côté positif de me dire, ok, t'avais la trouille, j'ai transpiré, mais comme un bœuf pendant tout le truc, mais les gens sont contents et j'ai kiffé de le faire. Et donc, ça m'a donné envie de recommencer. Et maintenant, je transpire plus, j'ai plus le trac parce que ça y est, parce que mon cerveau a traité cette information en se disant, tu n'es pas en danger, ça n'est pas grave, c'est bon, tu peux continuer. Et je pense que c'est ça. Il faut se fixer, quand on est hypersensible, il faut aussi se fixer des petits objectifs de mini-réussite, et après de valider et de le refaire plusieurs fois jusqu'à ce que ça devienne confortable émotionnellement. Et une fois que ça devient confortable, eh bien, on peut passer un cran au-dessus. Mais il faut y aller Petit pas très, par très, petit très pas, c'est ce que je dis doucement. toujours. Comment prendre Vraiment, les Kaizen, c'est les petits pas. et la technique des petits pas, c'est ma préférée. Et c'est grâce à ça, c'est à chaque fois que tu te fixes des petits objectifs. Et à chaque nouvelle validation, c'est là aussi où tu vas augmenter ta confiance en toi, te dire, tiens, je suis capable, donc je peux essayer un tout petit peu plus et un tout petit peu plus. Donc ces petits pas aussi augmentent et je valide et je partage complètement ton avis parce que c'est tout à fait ce que je défends aussi. Donc bravo pour tout ça. Et du coup, je me demande aussi si tu devais t'adresser une phrase à la Audrey du passé, à celle qui ne connaissait pas son hypersensibilité, peut-être celle qui a pas osé passer ses concours et réaliser ses rêves à cette époque-là, la chose que tu aurais aimé en fait prendre conscience plus tôt, si tu avais une phrase pour la toi d'avant. Il y en a tellement, mais je pense que j'aimerais me dire, ouais, vraiment ce truc-là. Euh, Bah déjà que c'est chouette d'être bizarre. Non, non, mais d'arrêter de voir ça comme de la bizarrerie et comme une tare et de me dire, j'aurais adoré me dire ou qu'on me dise, vas-y avec ta peur, mais vas-y quand même. Trop cool. C'est la peur, ça passe en fait. La peur, ça passe. Et en fait, il y a tellement de bénéfices après à être soi-même, à être hypersensible, c'est une vraie chance. Enfin,
voilà, où je dirais à la Audrey, mais vas-y, être hypersensible, c'est une vraie chance. Tu te rends pas compte comment tu vas kiffer la vie. Alors voilà, Voilà, c'est ça que je dirais. pour tous ceux qui doutent, c'est exactement ce que vous pouvez vous dire aujourd'hui. Et tu en as un super bel exemple, voilà, de se rappeler que aujourd'hui, dans tous les cas, c'est un super cadeau. J'allais te poser la question, mais c'est pas vraiment la peine, hein, de se dire est-ce que tu vois cette hypersensibilité comme un super pouvoir? Je pense que tu l'as dit sous toutes ses formes, et c'était vraiment fabuleux. N'oubliez C'est un pas que… super pouvoir ouais, et non, et sincèrement, aujourd'hui, parce que, enfin voilà, moi, en plus, je suis pas du tout. Alors, chez les hypersensibles, il y a quand même aussi un truc qui est sympa qui s'appelle l'humilité, mais l'humilité, ça peut être très limitant pour soi-même quand même, hein. Ça dépend. Euh, Si tu te Comment? rabaisses trop, c'est toujours un petit peu compliqué, quoi. Bah, c'est ça. Et franchement, sans paraître prétentieuse, quand je regarde aujourd'hui, en quelques années, on va dire les 15 dernières années, et principalement les 10 dernières années, euh, tout ce que j'ai vécu comme expérience, tout ce que j'ai fait, et c'est pas que dans le faire, c'est vraiment de vivre des expériences, j'aurais jamais pu imaginer pouvoir vivre tout ça. Et des trucs complètement fous, quoi, de me retrouver sur scène, en tournée pendant 3 ans, de me retrouver au Grand Rex devant 2800 personnes, moi qui ne voulais pas passer un concours, enfin, vraiment, je sais pas, enfin, d'écrire des livres. Quand on nous a proposé d'écrire le premier livre, on a mis 2 ans à accepter la proposition parce qu'on a arrêté. Mais il y a des mecs et des meufs hyper intelligents qui sont docteurs, je sais pas quoi, qui ont écrit des livres avant nous. Tout a déjà été fait, tout a déjà été dit sur le sujet. Et, euh, et c'est l'éditrice qui a dit, OK, tout a été fait, mais pas par vous, pas avec votre voix, pas avec votre sensibilité, justement. On a chacun vraiment notre couleur à apporter, notre sensibilité. Et aujourd'hui, je me dis, ouais, mais c'est vrai, purée, mais j'ai fait tous ces trucs-là et j'ai vécu toutes ces expériences-là. J'aurais jamais pu l'imaginer. En tout cas, quand j'étais dans mon lit, au fond de mon lit, quand j'étais en burn-out, si on m'avait dit que quelques années après, beaucoup d'années, hein, parce que j'ai plus 20 ans, mais que quelques années après, ma vie allait devenir aussi kiffante. Alors après, ma vie, c'est pas non plus… tout n'est pas toujours kiffant, loin de là, hein. J'ai, comme tout le monde, des boutons sur les fesses, qui me contrarient beaucoup d'ailleurs, je tiens à le dire, des problèmes de couple, des problèmes avec mes gosses, des problèmes de travail, des problèmes d'argent, des problèmes de tout le monde en fait, hein. Mais franchement, ma vie aujourd'hui, elle est kiffante. Je suis heureuse le matin de me réveiller, malgré tous ces trucs-là, euh, parce que ça a de la saveur, parce que d'être hypersensible, c'est ça, c'est quand on arrive à passer du côté où ça devient kiffant, alors là, qu'est-ce que c'est bon. Ça, c'est le plus beau message que tu pouvais passer pour tous les hypersensibles. Tu le sais à quel point c'est important pour moi de montrer une nouvelle image de l'hypersensibilité. Alors là, Audrey, tu rayonnes, tu montres que tout est possible. Et justement, c'est d'autant plus important que toi, avec ton histoire et tes mots, tu le partages. Bah, voilà, de se dire, putain, elle était notaire, maman de 3 enfants. Enfin, tu fais exploser toutes les cases, tous les codes. Et aujourd'hui, voilà, tu es là. Et tu dis juste, ma vie, c'est du gros kiff. Et il n'y a plus qu'à kiffer son hypersensibilité pour faire la même chose que toi. Donc, merci pour ce magnifique partage rempli d'énergie positive. C'est du pur bonheur, franchement, c'était super. En plus, tu avais le sourire du début à la fin. Donc, clairement, je pense que le message et l'authenticité, elle est là, sincèrement. Est-ce que tu voudrais aujourd'hui donner un dernier conseil à ceux qui ont envie de voir le tout petit… On parlait sûrement de la technique petit pas par petit pas, qui est moi vraiment le truc qui m'anime. Si tu devais conseiller le premier petit pas pour voir positivement son hypersensibilité aujourd'hui, pour toi, ce serait quoi? Le truc qui t'a le… Pratiquer la gratitude. Pratiquer la gratitude, vraiment. Franchement, la gratitude est au moins une technique de relaxation, méditation, ce que vous voulez, pour apprivoiser un peu plus, canaliser un peu les émotions. Mais la gratitude, tous les jours, de remercier, de dire merci pour des petites choses, même des petits trucs de notre journée, ça change vraiment l'expérience. Et se remercier soi-même aussi, ou remercier ses émotions. Moi, je trouve que c'est chouette de remercier ses émotions pour… ce qu'on disait tout à l'heure, pour les messages qu'elle nous délivre. Mais gratitude, gratitude, gratitude. Alors, tu prêches une convaincue. Je ne sais pas si vous voyez, en plus, j'ai mon petit carnet de gratitude juste ici, là, qui est là. Le soir, donc, je ne peux que être d'accord avec toi. C'est ultra important. Enfin, moi, personnellement, ça a changé ma vie aussi, cet aspect-là. Et je pense que chez les hypersensibles, cette notion de gratitude, elle est
ultra puissante, peut-être plus que pour d'autres personnes. Donc, c'est pas parce que ça marche pas pour d'autres personnes qui vous entourent que vous, ça peut pas vous apporter énormément. Merci mille fois, Audrey, pour tes conseils, pour ce Avec partage. grand plaisir. Je vais avoir une dernière question avant qu'on puisse aller sur le mot de la fin. Si tu devais me recommander une autre personnalité hypersensible et positive, ce serait qui? Ça serait Charlotte Husson. D'accord. Charlotte Husson, qui est la créatrice de la marque de vêtements Mister K. Oui, que j'ai déjà Et qui a écrit un livre qui s'appelle L'impossible est mon espoir, qui est une hypersensible, qui a un parcours de vie, qui a traversé une grosse maladie et qui a un parcours entrepreneurial extraordinaire. Je la trouve vraiment très, très inspirante. Elle donne une pêche d'enfer. Elle était déjà sur ma liste, donc c'est parfait. Et je suis. C'est super. Oui, on s'était rencontrés lors d'un événement et vraiment on avait déjà accroché sur ce sujet-là. Donc j'attends. Là, ça a été un peu la course avec la sortie de son livre, etc. Donc, mais super, merci pour cette belle recommandation. C'est vraiment top. Encore merci mille fois, Audrey, pour ce partage. Et toi qui regardes cette vidéo, qui est hypersensible, je t'invite à aller découvrir tous les réseaux sociaux d'Audrey sur son site internet audrey-akoun.com et évidemment sur Instagram au même nom. Voilà, il y a tout pour aller découvrir la psychologie positive si vous voulez vous faire accompagner, avoir une dose d'inspiration, travailler sur son ikigai aussi, c'est quelque chose que tu proposes beaucoup qui est hyper important. Et je vais te proposer de m'accompagner pour le mot de la fin, qui va être le Pomme Kiss. T'es prête? Moi, quant à moi, je vais vous faire plein de gros bisous. N'oubliez pas que on est ici pour faire le plein d'énergie positive, pour prendre confiance en soi quand on est hypersensible. N'oublie pas que tu es parfait tel que tu es et de faire le plein de paillettes avec des rencontres positives et inspirantes. Entoure-toi, fais-toi plaisir. Et avec Audrey, on va vous faire plein de gros bisous. T'es prête pour le Pomme Kiss? Je suis prête. Attention, 3, 2, 1... Pumpkin! Super! Merci, gros bisous à tous, à bientôt mes pommes. Merci Audrey. Salut.